Tous. Voilà, nous allons pouvoir commencer ce webinaire sur les nouvelles opportunités du Blended Learning. Alors, en deux mots, nous allons rappeler ce qu'est le Blended Learning, d'où il est parti, où il en est et comment il pourrait encore progresser, ce qui nous permettra d'introduire le thème de la plateforme LMS orientée contenu et Blended Learning. J'en profite pour rappeler que vous recevrez prochainement le livre blanc complet dont ce webinaire restitue les principales conclusions. Mais avant de commencer, un mot sur la boîte de dialogue. Donc, vous allez pouvoir poser des questions tout au long du webinaire ou faire des commentaires à tout moment grâce à la fenêtre que vous voyez en bas à droite. Nous répondrons et nous réagirons à notre tour dans la dernière partie, c'est-à-dire la partie questions-réponses. Les deux autres parties étant constituées des interventions de FEFOR puis de Calimedia. Et puisqu'on en parle, je vais demander à Gérard et à Christophe de se présenter en quelques mots. À vous, messieurs. Bonjour à toutes et à tous. Donc moi je suis Gérard Pécou, donc le président de Calimedia. Bonjour, donc je suis Christophe Fabre, le directeur général de Calimedia. Merci messieurs, on ne peut pas faire plus synthétique que ce que vous venez de faire et donc je ne m'étendrai pas pour ce qui me concerne. Je m'appelle Michel Viage et je suis directeur associé de FEFOR. Nous allons pouvoir maintenant rentrer dans le vif du sujet en commençant par donner une définition du Blended Learning. Il y en aurait d'autres bien entendu, mais enfin on s'en tiendra à celle-ci et rappeler deux décisions qu'un responsable formation doit prendre lorsqu'il veut développer un dispositif Blended Learning. Alors, cette définition, quelle est-elle rapidement? Le Blended Learning, c'est un agencement de diverses modalités de formation en vue de servir un objectif de formation de façon efficace et optimisée. Je vais commenter rapidement quelques éléments de cette définition. D'abord, un terme qui est important, c'est le terme d'agencement. Le Blended Learning suppose en effet un ordre, une direction. Ça doit être le contraire d'une simple juxtaposition de modalités de formation. Ensuite, la notion d'objectif de formation est évidemment essentielle parce que c'est justement l'objectif qui va conditionner cet ordre dont on vient de parler, cette direction. Autrement dit, on va construire un agencement, bien entendu, spécifique pour atteindre un objectif ou des objectifs de formation spécifiques. On parle aussi dans cette définition de diverses modalités de formation. Je ne vais pas détailler maintenant puisqu'on aura l'occasion d'en parler beaucoup dans le webinaire, mais on peut aussi utiliser différents systèmes de classement. On y reviendra plus tard si vous le souhaitez. De façon efficace et optimisée, je l'ai mis en gras dans la mesure où toute la difficulté est là, dans l'optimisation de ce qu'on pourrait appeler l'équation efficacité-coût, en pointant immédiatement d'ailleurs que le coût le plus faible peut déboucher sur un dispositif inefficace ou qu'à contrario, la plus grande efficacité ne signifie pas le coût le plus élevé. Donc ce n'est pas si simple qu'il y paraît. Après cette rapide définition, je souhaiterais maintenant pointer, et ça, comment dirais-je, c'est le résultat même de la définition, les deux décisions qu'un responsable formation doit prendre quand il veut mettre en œuvre un dispositif Blended Learning. Alors, ces deux décisions sont évidemment déjà le choix des modalités de formation. Nous y reviendrons. Ce qu'on pourrait appeler en quelque sorte les ingrédients si on compare un dispositif Blended Learning à une recette. On doit choisir leur agencement, leur ordre, leur logique, donc la recette pour atteindre l'objectif de formation. Alors, pour un projet de formation donné, puisqu'un dispositif Blended Learning ne se développe pas dans l'absolu, mais se développe pour répondre à une problématique, un projet de formation donné, on peut prendre ces décisions soit à partir d'une page blanche, soit, c'est pas incompatible et c'est préférable d'ailleurs, à partir d'un guidelines qui vaudra pour tout projet Blended Learning dans l'entreprise ou l'organisme de formation, même si évidemment ce guidelines doit être adapté en fonction des projets. Alors, une autre chose qui est indiquée là, c'est que ces deux choix des modalités et de l'agencement doivent être faits sous une double contrainte qui est celle de la plus grande efficacité possible, on aura l'occasion de développer là-dessus, et du moindre coût, bien entendu. Alors, comme vous le savez,
il existe des recettes de blended learning, ce qu'on pourrait appeler des modèles de parcours blended, dont on peut évidemment s'inspirer, et ça permettrait de se lancer rapidement quand on n'a pas encore démarré dans le blended learning, ou ça permettrait d'ailleurs d'assurer un premier niveau d'industrialisation. Mais, je le disais précédemment, aucune recette type ne peut répondre à tous les problèmes de formation. Et donc, il faudra que vous trouviez un équilibre entre l'utilisation de recettes qui sont déjà éprouvées et l'exercice d'une créativité qui sera de toute façon nécessaire pour répondre valablement à des nouvelles situations. Alors, je voudrais vous parler d'une recette que vous connaissez forcément et que nous avons appelée, nous, à fait fort, le blended learning linéaire. Mais avant ça, je voudrais vous donner la parole avec un premier sondage. Et ce sondage est le suivant. Quels sont les freins au développement du blended learning dans votre entreprise? Vous avez la possibilité de choisir entre 5 propositions. Nos dispositifs blended learning ont fini par lasser les collaborateurs. Nos compétences d'architecture blended learning sont insuffisantes. Le blended learning est trop lourd pour répondre aux besoins de formation au jour le jour. Nous avons plutôt opté pour des librairies de contenu en self-service. Nous n'avons pas démarré de démarche blended learning. À vous. Vous avez 20 à 30 secondes pour répondre. Vous verrez le résultat de l'ensemble du sondage en temps réel et on en fera un commentaire rapide. Vous êtes déjà 55% à avoir voté. Ça grimpe rapidement. Je crois qu'on peut clôturer le sondage et l'afficher. Voilà, donc, en premier lieu, nous n'avons pas démarré de démarche blended learning, 39%. Deuxième raison, deuxième frein, nos compétences d'architecture blended learning sont insuffisantes. Puis, nous avons opté pour des contenus en self-service. Enfin, trop lourd pour répondre aux besoins de formation journaliers au jour le jour. Et toujours enfin, nos dispositifs blended learning ont fini par lasser les collaborateurs. Gérard ou Christophe, est-ce que vous avez un rapide commentaire à faire sur ces résultats? Alors, oui, en fait, ces résultats nous étonnent pas puisque quand on a conçu donc la nouvelle offre en fait Upility, on s'est basé effectivement sur différentes expériences d'utilisateurs chez nos clients et ce qui ressortait, c'était effectivement les compétences d'architecture blended learning qui étaient souvent insuffisantes et on y reviendra dans notre présentation. Donc pas de surprise en fait. Ça conforte. Oui, il n'y a pas de surprise, ça conforte ce que vous savez déjà et ce qui a d'ailleurs été à l'origine de recherche et développement sur vos nouveaux produits. D'ailleurs, je pense qu'il y a un lien entre nos compétences d'architecture blended qui sont insuffisantes et nous n'avons pas démarré de démarche blended learning. Si on avait laissé la possibilité de donner plusieurs réponses à ce sondage, je pense que ce lien serait apparu clairement. C'est aussi peut-être parce qu'il y a une prise de conscience que les compétences d'architecture sont insuffisantes, qu'on n'a pas encore démarré de démarche blended learning. Donc je crois qu'il y a quelque chose d'intéressant qui est là et qui va donner d'ailleurs matière à poursuivre sur le webinaire. Merci pour ce commentaire. Oui. Juste pour ajouter la question, la troisième proposition, trop lourd pour répondre aux besoins de formation journalier. C'est également ce qu'on avait visualisé et on répondra également dans notre présentation à cette partie-là avec l'objectif effectivement de simplifier toute cette démarche-là et on verra qu'il existe des solutions pour justement que ça soit pas trop lourd et qu'on peut parfaitement répondre dans une démarche de blended learning à des besoins de formation journalier. Très bien. Nous avons une question d'ailleurs à laquelle nous allons répondre tout à la fin sur comment définissez-vous des compétences d'architecture blended learning. C'est évidemment une question de fond. On ne l'esquivera pas. Alors, je parlais avant le sondage du blended learning linéaire, qui est une recette que vous connaissez bien. Bon, elle date d'une quinzaine d'années environ.
le blended learning linéaire se présente au fond comme une suite dont le cœur reste le cours en salle, précédé et suivi de modules e-learning traditionnels. Cette forme, c'est une sorte de compromis qui est passé entre ce que j'appelle les anciens et les modernes. Autrement dit, à partir d'un certain moment, le cours en salle admet qu'il ne peut se passer des apports du e-learning, et réciproquement, le e-learning met un frein à son ambition de vouloir remplacer le cours en salle et pourquoi pas le formateur. Donc là, évidemment, dans ce compromis, dans cette paix des braves, on reste essentiellement dans une logique de juxtaposition, où chacun reste d'ailleurs un petit peu sur sa faim. Ceci dit, ce compromis a quand même bien fonctionné. Historiquement, on voit qu'il a permis à tous les acteurs, que ce soit les apprenants, les formateurs, les professionnels du e-learning, de s'acclimater progressivement à la formation en ligne et d'acquérir la maturité qui permet de développer progressivement des recettes plus efficientes. Bon, ceci dit, ce qu'on peut constater aujourd'hui, mais ça date déjà d'un certain nombre d'années, c'est que ce blended learning linéaire ne fait plus recette. Il ne fait plus recette, d'abord, on vient de l'évoquer, à cause de sa logique de juxtaposition qui ne lui permet pas d'atteindre le niveau d'efficacité, et on reviendra là-dessus, ni de qualité requis. Et un exemple que j'aime donner, c'est celui, par exemple, de la difficulté qu'une entreprise a de faire collaborer son organisme de formation traditionnel qui n'a pas d'offre e-learning avec un éditeur de e-learning sur étagère, par exemple pour construire un parcours blended learning pédagogiquement cohérent. Ça, c'est un bon exemple de cette logique de juxtaposition qui ne permet pas de tirer la totalité de ce qu'on peut tirer de ces bénéfices. Un autre motif de cette désaffection du blended learning, c'est qu'il n'est pas économiquement viable, car il additionne en fait l'investissement qui est fait dans le e-learning à celui du coût du cours en salle. Alors évidemment, on pourrait s'en sortir en économisant sur la durée du cours en salle pour financer l'investissement e-learning, mais cette solution est impraticable quasiment pour la majorité des stages qui se sont réduits en durée progressivement pour atteindre en moyenne aujourd'hui 1 ou 2 jours. Donc comment réduire par exemple un stage de formation d'une journée pour financer avec ce qu'on gagne en durée l'investissement dans le e-learning? C'est très difficile. Enfin, et je le note, le blended learning est menacé par l'explosion des nouvelles modalités qui viennent s'opposer à toute tentative de linéarisation. Et je pense en particulier au débat entre le pull et le push, c'est-à-dire le débat qui porte sur le degré de liberté que la formation doit laisser à un collaborateur, un apprenant, dans le suivi de son parcours blended learning. Alors nous allons voir maintenant comment le blended learning a évalué, en commençant par l'évolution des modalités de formation qui entrent dans son agencement, puisque le blended learning, encore une fois, c'est un agencement de modalités. Et puis, après avoir regardé quelles sont les principales évolutions des modalités de formation, on essaiera de prendre un petit peu de hauteur en examinant comment le blended learning en tant que parcours, en tant qu'agencement, a pu évoluer. Alors d'abord sur les modalités de formation. Alors évidemment, c'est pour nous tous et toutes une évidence aujourd'hui, c'est que depuis une dizaine d'années, cette évolution a été formidable et qu'elle s'accélère encore considérablement. Elle a été formidable en nature, je dirais, et en nombre de nouvelles modalités. Alors, on va passer quelques-unes d'entre elles en revue. D'ailleurs, bon, une tendance lourde, c'est la durée qui est fortement réduite. Alors, les modules e-learning, par exemple, sont passés de 30 minutes à 10 minutes, voire moins, voire 2 à 3 minutes, quand les modules e-learning sont joués aujourd'hui sur tout simplement sur des mobiles, sur des téléphones, des smartphones ou autres. D'ailleurs, cette tendance à la réduction de la durée concerne toutes les modalités. J'en ai parlé pour le cours en salle, mais on pourra en parler pour les classes virtuelles, pour les webinaires, etc. Une autre caractéristique, c'est que cette réduction s'est fortement accompagnée d'une concentration sur les messages clés que les collaborateurs doivent retenir, bien entendu. Et au passage, dans la volonté de faire court, vous connaissez le célèbre adage, un
un dessin vaut mieux qu'un long discours, eh bien, il trouve sa traduction moderne dans l'utilisation massive de la vidéo, soit prise sur le vif par les experts de terrain, on pense à des vidéos de type YouTube et autres, soit filmées en studio et qu'on trouve utilisées, par exemple, à l'intérieur des MOOC. Une autre tendance, c'est la tendance à utiliser les modalités digitales en salle de cours. Pour enrichir l'animation, pour enrichir l'interactivité de la formation. Et d'ailleurs, c'est là qu'il faut voir le glissement, qu'il faut comprendre le glissement sémantique qu'il y a du e-learning au digital learning, puisque après tout, pourquoi parler digital learning alors qu'on se contentait bien de e-learning jusqu'à il y a encore quelques années? Eh bien, c'est que tout simplement, le e-learning traduit la formation à distance, quasiment l'utilisation uniquement de formation, de modules sous la forme de formation en ligne, alors que le digital learning implique que ces ressources peuvent être aussi utilisées dans le cadre de la salle de cours ou dans d'autres modalités de type présentiel. Alors, une autre tendance, c'est la tendance à la propension des modalités à se gamifier. Et là, je pense que Gérard et Christophe pourront en parler, puisqu'ils ont des outils de ce type-là dans les plateformes Calimedia. Bon, alors évidemment, ce n'est pas quelque chose de nouveau, puisque les ressorts du jeu, dont on sait qu'ils permettent d'accroître l'engagement des apprenants, sont utilisés depuis longtemps. Mais une chose que je voudrais pointer, c'est que là aussi, on a progressivement un peu cessé de parler de serious game pour parler de plus en plus de gamification. Et là, au fond, ça traduit le développement du jeu collectif, je dirais. En tous les cas, d'une forme de compétition à travers ce qu'on appelle les battles, les combats, les batailles entre individus, hein, pour acquérir pour le plus possible d'apprentissage. Ça peut être entre individus ou entre équipes, tout simplement, dans les jeux collectifs. Et d'ailleurs, ces résultats individuels ou en équipe sont de plus en plus souvent reconnus à travers ce qu'on appelle des leaderboards. Donc là aussi, c'est une tendance forte. Et puisqu'on est dans le collectif, une de ces traductions, c'est évidemment l'émergence de la collaboration digitale en formation. C'est-à-dire qu'on apprend de plus en plus autour des ressources pédagogiques. Alors bien entendu, ces pratiques existaient en présentiel, mais souvent des ressources pédagogiques numériques conçues à cet effet, voire du jeu collectif, enfin de l'apprentissage collaboratif qui laisse une place importante, croissante au coaching pour guider l'apprentissage des collaborateurs ou tout simplement comme coaching d'expertise. Voilà aussi une tendance forte avec le rôle clé, et vous savez combien c'est une chose qui importe à mes yeux, qui est celui de l'assessment, c'est-à-dire de l'évaluation, comme partie intégrante de toute modalité de formation aujourd'hui, voire comme modalité de formation à part entière. Et puis, une dernière tendance que je pointerai, c'est la plus grande accessibilité des modalités de formation qui peuvent être aujourd'hui jouées aussi bien sur module ou sur tablette que sur PC. Bon, cette demande, cette évolution ne fait plus débat, mais je rappelle que derrière cela, il y a l'enjeu structurant de ce qu'on appelle le offline ou le responsive design. Voilà quelques évolutions qu'on a vues, qui sont des tendances lourdes dans le champ des modalités de formation. Et nous allons examiner maintenant très rapidement, finalement, quels sont les facteurs qui sont à l'œuvre dans l'évolution de ces modalités. Parce que vous pouvez, en tant que responsable formation, déterminer parmi ces facteurs quels sont ceux qui seront permanents, et vous pourrez imaginer ainsi un petit peu de quoi pourrait être fait l'avenir de la formation. Alors, on ne va pas tous les relever, il y en a beaucoup, mais je vais relever quelques facteurs majeurs. Et le premier qui m'importe, évidemment, c'est celui de maximisation de l'impact métier de la formation. C'est un facteur clé de l'évolution des modalités. La formation doit être plus efficace, doit avoir un impact plus fort sur la performance. C'est une exigence générale qui illustre d'ailleurs la double contrainte d'efficacité et de coût dont on parlait précédemment, qui pèse maintenant sur la formation. Alors, j'ai essayé de résumer, évidemment, ce n'est qu'un projet, mais vous pourriez le développer beaucoup plus que cela. Chacune des exigences métiers dans les colonnes de gauche, et puis l'influence que cette exigence métier peut avoir sur l'évolution des modalités de formation pour la colonne de droite. Alors, par exemple, quand le métier attend une formation, dès que le besoin s'en fait sentir,
façon continue, et c'est vrai que c'est un facteur clé, eh bien, on voit que cela agit, influe sur les processus de production de la formation. Ce processus doit être plus agile, plus rapide, quitte d'ailleurs à mobiliser des experts de terrain pour créer, par exemple, des vidéos de formation. Et d'ailleurs, au passage, on voit que cet enjeu d'accélération majeur, il est très important pour les professionnels de formation. Il est même essentiel et urgent pour eux qu'ils se dotent des compétences, de l'organisation et des outils qui permettront de délivrer toujours plus vite la création et la diffusion de parcours blended learning. Alors, le métier, qu'est-ce qu'il attend? Il attend aussi des formations économes du temps de leurs collaborateurs. Bon, l'absence de plusieurs jours est de moins en moins tolérée. Du coup, ça pousse naturellement vers des contenus à distance, de courte durée, économisant les séjours, les déplacements, etc. Le métier veut une formation utile, tout entière, je dirais, au service de la performance opérationnelle du collaborateur, de l'équipe, du métier, c'est-à-dire des contenus qui peuvent être mis en application immédiatement, prenant en compte les conditions de cette mise en application au poste de travail, bien entendu, et en particulier le rôle du manager et des membres de l'équipe. Alors, évidemment, cela influe sur les modalités de formation, puisque les contenus maintenant doivent se concentrer sur des problèmes ponctuels qui sont à résoudre, des connaissances essentielles qui sont à retenir, ainsi que leur accessibilité tout le temps, partout, etc. Donc, au fond, vous voyez, on réussit à articuler là les exigences des métiers avec l'évolution, comment dirais-je, des modalités de formation. Alors, je ne vais pas tout détailler, je dirais seulement, pour en revenir à la question de l'évaluation, c'est qu'il y a une exigence forte des métiers que la formation ne se paye pas de mots, mais démontre son impact effectif. Et de là, la mise en œuvre de systèmes d'évaluation qui doivent être évidemment pertinents et partagés aussi bien par la formation que par les métiers. Et on voit que c'est de plus en plus utilisé par tout simplement par les métiers et les formateurs. Alors, ça implique d'ailleurs du côté des formateurs ou des responsables de formation une nouvelle posture que FEFOR a longuement décrite, qui est celle du consultant formation performance. Vous aurez un petit peu de détails, soit dans les articles à lire sur le web à ce sujet, soit directement à l'intérieur du livre blanc. Je vais passer très rapidement en revue d'autres facteurs pour ne pas les oublier. Le consumérisme apprenant, c'est-à-dire cette posture des apprenants qui résulte d'une offre de formation abondante sur le web et qui finalement contraint quelque part les offres du département à s'en inspirer si le département formation veut séduire ses clients internes ou externes. Sur le monde du travail et son évolution, les emplois les moins qualifiés sont progressivement remplacés par des robots, ça ne fait plus de débat non plus, ça on le voit, même si on peut considérer que c'est très largement problématique. Donc, du coup, urgence pour la formation, de permettre à tous les employés de développer des compétences qui leur permettront de jouer leur partition dans ce nouveau monde. Alors, ce double caractère d'ailleurs d'urgence et de massivité des plans de formation pousse à des nouveaux dispositifs de formation. Les MOOC, par exemple, en sont un. Je pense à une autre évolution du monde de travail tout à coup, qui est cette partie grandissante du travail qui est sous-traité à des indépendants, puisqu'on sait que dans le monde anglo-saxon, aux États-Unis, 40% de la force de travail est aujourd'hui représentée par des indépendants, ce qu'on appelle la gig economy. Eh bien, ces indépendants doivent recevoir une formation de même niveau que les collaborateurs en interne, car ils sont souvent fréquemment le point de contact avec les clients de l'entreprise. Et les formations donc, proposées par le département formation de l'entreprise doivent être capables de répondre à ces exigences spécifiques qui contribuent elles aussi à dessiner le nouveau blended learning. Quant à la transformation digitale, évidemment, de l'entreprise, elle fixe un cadre au blended learning. Le blended learning ne peut plus être linéaire puisqu'il y a pas grand-chose à voir entre ce blended learning linéaire qu'on a rapidement décrit et au fond ce qui se joue dans la transformation digitale de l'entreprise, puisque cette transformation cherche à fluidifier l'entreprise, à passer outre les organigrammes trop longs, à favoriser la collaboration, à développer l'intelligence collective, etc., etc. Eh bien, cette transformation doit être accompagnée par un blended learning qui présente les mêmes caractéristiques, fluide, rapide à mettre en œuvre, transversal, etc. Il y a un dernier facteur clé que je voudrais mettre en exergue, qui est l'influence clé des formateurs. Ça, c'est très important, j'y tiens énormément. Les formateurs, les professionnels de formation ont joué un rôle très important
dans l'avènement et le développement du digital learning qui, d'une façon générale, je connais bien mon marché de ce point de vue-là, c'est quand même très largement inspiré des souhaits, sinon des pratiques existantes des formateurs. Je pourrais prendre des tas d'exemples comme celui de la classe virtuelle qui tente de dupliquer dans le monde virtuel un mode de fonctionnement qu'on connaît dans le cours en salle. On pourrait parler des réseaux sociaux d'apprentissage qui finalement répondent aux souhaits des formateurs de prolonger le contact avec leurs apprenants, voire de les accompagner dans l'application de leur savoir. Les serious games, je disais tout à l'heure qu'ils sont le reflet de jeux de formation qui existaient en entreprise. Quand on regarde un module e-learning et ses activités d'apport de connaissances, de mise en pratique ou d'évaluation, on constate qu'il tire parti d'anciennes pratiques d'ingénierie pédagogique. Donc, effectivement, les formateurs sont au cœur de cette machine qui a permis l'avènement du digital learning. Et pourtant, aujourd'hui, de temps en temps, le digital learning finit par s'éloigner de cette source première d'inspiration. Il a grand tort, d'ailleurs, parce que ça pourrait lui poser des problèmes à terme, surtout qu'il a parfois des propositions dont le clinquant, l'effet de mode ne parvient pas à cacher la pauvreté pédagogique. Donc je considère qu'il est crucial pour les professionnels de formation de continuer d'avoir leur mot à dire sur ces évolutions et évidemment d'être concernés au premier chef par la sélection des propositions des fournisseurs qui ont une vraie valeur pédagogique. Alors, si maintenant je veux rapidement passer sur le fait que le blended learning n'a pas su évoluer avec les modalités de formation, c'est un constat qu'on peut faire. Alors, qu'on peut faire sur le terrain, dans les entreprises ou les organismes de formation, qui sont encore très largement attachés au blended learning linéaire, ou un constat qu'on peut faire dans des études. Je pense par exemple au benchmark européen du digital learning signé par Cross Knowledge et fait fort à l'hiver 2016. On voit que, évidemment, le blended learning comme composé de e-learning et de présentiel continue d'être très largement utilisé dans les entreprises, c'est même le premier à être utilisé. Mais par contre, ce qu'on peut constater entre le baromètre qui avait été publié plusieurs années auparavant, c'est qu'il y a une baisse de régime de ce blended learning au profit du self-service ou d'autres dispositifs blended où les apprenants ont directement la main. Je ne vais pas rentrer dans le détail, vous avez l'étude ou vous l'aurez si vous la demandez, elle est disponible, elle est assez parlante en la matière. Alors, maintenant revenons sur le titre du webinaire, les nouvelles opportunités de blended learning. Donc, si le blended learning linéaire marque le pas, c'est qu'il a du mal à respecter cette double contrainte d'efficacité et de coût dont on parlait précédemment. Ces contraintes, moi, je les considère pas du tout comme seulement des contraintes, mais surtout comme des sources d'opportunités pour le blended learning à venir, comme elles l'ont été d'ailleurs pour les modalités de formation. Alors, quels seraient les traits du blended learning demain? Je passe assez rapidement. Alors, ce serait un blended learning forcément en partie industrialisé avec des processus digitalisés. Alors, évidemment, le processus d'analyse des besoins au fur et à mesure où les besoins apparaissent, qui doit, lui, mobiliser des données sensibles pour mieux servir les objectifs opérationnels des métiers et personnaliser les parcours. Le processus de conception qui devra s'appuyer sur plusieurs parcours blended learning type parfaitement maîtrisés et qui suffisent à répondre à 80% des demandes de l'entreprise, mais qui peuvent aussi être adaptés sur mesure. Le processus de production qui devra être revu pour gagner du temps, évidemment, parce que c'est la production dont on sait qu'elle en consomme le plus. Alors évidemment, ce parcours blended learning intégrera des modalités de formation qui, elles aussi, devront être plus rapides à concevoir et à produire. Le processus de diffusion, c'est sans doute le plus satisfaisant actuellement, mais on va en reparler avec Gérard et Christophe. Il est bien pris en charge avec les plateformes LMS et il est encore mieux pris en charge par les plateformes qu'on peut qualifier comme étant orientées contenu et blended learning. On y reviendra. Et puis, un autre trait de caractère de ce blended learning demain, c'est qu'il est plus engageant, c'est-à-dire qu'il est adapté à ce qu'on appelait le consumérisme apprenant. C'est-à-dire qu'il devra refléter les usages et les pratiques du web. Le choix des modalités, bien sûr, va importer, mais cela ne suffit pas à épuiser le sujet parce que les parcours blended learning devront prendre en compte ces nouvelles circulations, ces nouvelles logiques de navigation qui sont empruntées par les utilisateurs. Et du coup, les concepteurs devront définir l'articulation de ces sessions de formation en ligne, présentielles, formelles ou informelles, synchrones ou asynchrones, en fonction de ces nouvelles logiques et en décidant de la façon dont se distribuent les types d'activités pédagogiques. Je voudrais faire un deuxième sondage tout de suite sur
Eh bien, tout simplement sur les plateformes LMS en vous demandant si vous pensez que votre plateforme LMS prend bien en charge le blended learning, et vous avez 4 possibilités de réponse, et je laisserai Christophe et Gérard commenter les résultats. À vous pour une vingtaine de secondes. Voilà, vous avez quasiment tous voté. On y va. On clôture le sondage et voici les résultats. Oui, parfaitement 5%, donc il y a du il y a des progrès à faire. Non, 30% et 32% ne sait pas. C'est assez conforme au fait que dans le premier sondage, il y avait une partie, presque un tiers des répondants qui n'avaient pas démarré le blended learning. Gérard ou Christophe, un commentaire? Ben, oui, là aussi, effectivement, pas trop de surprises. On est dans le tiers donc qui sont pas satisfaits. Il faut savoir qu'en fait, là aussi, Michel, tu pourras peut-être commenter, mais il y a sur les 3 prochaines années, il y a près d'un tiers des plateformes qui vont être renouvelées. Donc c'est peut-être celles-là qui répondent pas à cette problématique de blended learning. Et 32%, en fait, moi je suis surpris par les 62% entre les non et les ne sais pas. On a 62% finalement qui s'interrogent sur la place ou qui sont pas vraiment satisfaits des plateformes, de ce que proposent les plateformes en termes de blended learning. C'est plus de 2 tiers. Oui, moi je pense que au fond, ce qui est dit là, c'est qu'il y a moins de 40% des entreprises qui ont véritablement implémenté le blended learning sur leur plateforme LMS, et ça pose un vrai problème. Ça veut dire que au fond, on est encore dans la juxtaposition. On n'a pas tiré tout le potentiel du fonctionnel LMS pour supporter des politiques blended learning plus modernes. Mais on aura l'occasion d'y revenir tout de suite, parce que je voudrais conclure ma propre partie sur deux conditions clés à l'avènement de ce blended learning. Alors, des plateformes capables de supporter le blended learning et les contenus, bien entendu. Je laisserai la parole à Christophe et Gérard tout de suite. Je voudrais juste m'arrêter sur déjà répondre à une question. On a demandé que veut dire dans les modalités de formation AR et VR. AR, Augmented Reality, c'est-à-dire la réalité augmentée, qu'on commence vraiment à voir, dont on commence à voir les applications, et VR, Virtual Reality. Donc effectivement, c'est des choses qu'on commence à voir monter en puissance. Alors, juste pour terminer sur cette courte restitution du livre blanc, donc on voit avec ce qui précède qu'il faut absolument relancer le blended learning. C'est le résultat du sondage tel qu'on le voit. Et évidemment, les professionnels de formation, je pense que vous avez bien compris ma position là-dessus depuis le départ, vont y jouer un rôle tout à fait considérable. Du coup, les entreprises doivent se doter de ces compétences. On a vu compétences d'architecture qui manquent, on l'a vu dans le premier sondage. C'est un nouveau métier. Alors, ce nouveau métier, on peut le détailler à l'intérieur du livre blanc, mais très rapidement, on a repéré déjà quelques compétences, capacités qui sont associées à ce métier. C'est la capacité, comment dirais-je, à connaître, à identifier les modalités de formation qui vont avoir véritablement de la valeur pour l'entreprise. C'est évidemment la capacité à les assembler dans des parcours toujours différents, toujours spécifiques, répondant étroitement à des problématiques de formation. C'est la capacité à réécrire les processus qui existent pour concevoir, produire, diffuser ces parcours blended learning, bien entendu, et c'est la capacité à utiliser les outils pour cela. Voilà déjà tout un ensemble de capacités qui déterminent déjà un premier territoire de la compétence d'architecte blended learning. Mais il y a bien d'autres compétences derrière tout ça. J'en ai terminé. Gérard et Christophe, j'ai été un petit peu long, je vous prie de m'en excuser. Je vous laisse la parole.
Merci Michel, c'était vraiment très très intéressant. Alors nous, on voulait démarrer par un constat et avec les conclusions effectivement de Michel, puisque on considère effectivement que le blended learning n'a pas su évoluer avec les modalités de formation. Et c'est donc sur ce point que nous allons axer notre présentation en essayant de montrer quels sont les freins qui empêchent cette évolution et comment, avec Calimedia et une offre intégrée contenu et plateforme LMS, nous allons essayer de lever ces freins. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un constat qui est important et que vous avez sous les yeux, on parle de blended learning et la stratégie de Calimedia est principalement tournée vers le blended learning, mais pourquoi en fait on s'est tourné vers cela? En fait, ça a été basé, comme je vous le disais tout à l'heure, au travers des sondages sur les expériences utilisateurs, mais également parce que on a cité quelques études là. Il y en a quand même rien que sous les yeux, vous en avez près de 60, 57 exactement. Il y a un grand nombre d'études qui sont des études universitaires ou d'études provenant de la HAS, donc la Haute Autorité de Santé, que vous pouvez voir ici et qui concluent que le blended learning est plus efficace que du présentiel pur ou que du e-learning seul. Donc il faudrait tendre à répandre le blended learning, alors pas linéaire effectivement, comme Michel le disait fort justement tout à l'heure. Il faudrait tendre à le répandre dans la formation, notamment en entreprise. Mais comme nous l'avons vu, donc le blended learning ne suit pas forcément l'évolution des modalités de formation. On va aller voir la slide suivante. Je vais vous présenter très très rapidement Calimedia, donc sur la slide suivante. Voilà, donc la création de Calimedia, c'est le tout début de l'année 2000. On a 35 collaborateurs, il y a 100 clients grands comptes. Et Calimedia, donc, est une société innovante qui fait partie donc du classement French Web des 500 sociétés donc de la tech. C'est pour ça que vous avez les petits logos en bas à gauche. On va aller sur la slide suivante voir sur nos savoir-faire. Donc on réalise du contenu e-learning sur mesure. On verra qu'on construit également des modules sur étagère dans une logique qu'on va pouvoir adapter également au blended learning. Et on a fait une plateforme de e-learning qui s'appelle Upility, qui a un certain nombre de caractéristiques que Michel évoquait tout à l'heure. Donc, qui est en responsive design, donc dont la taille des écrans s'adapte aussi bien du smartphone en passant par les tablettes que les Mac ou les PC, à la taille des écrans, bien sûr. On est ATAWAD, c'est-à-dire qu'on peut consulter les contenus. Alors, ATAWAD, je ne sais plus si tu l'as dit, Michel, ça veut dire Anytime, Anywhere, Any Device, c'est-à-dire je me connecte quand je veux, où je veux et sur n'importe quel support. Dans une logique toujours de blended learning, la plateforme est gamifiée et elle s'intègre vraiment dans cette logique-là. Et d'ailleurs, Christophe Fabre vous parlera tout à l'heure, donc il vous montrera quelques exemples concrets de ce qu'on peut faire. Sur la slide suivante, et pour finir cette très brève présentation, on vous a mis quelques-uns de nos clients. Alors, Calimedia est une société qui travaille aussi bien avec des sociétés du CAC 40, des petites entreprises. Il y a des clients avec lesquels on travaille depuis les années 2000 et depuis la création en fait de Calimedia et dans des secteurs très variés. Donc ça peut être puisque vous avez quelques logos, ça peut être avec Airbus, avec Michelin, Royal Canin, la Banque Postale, Bayer, Air Liquide, Boehringer Ingelheim par exemple, Pierre Fabre, donc des grands noms. Alors on va passer donc sur le blended learning et sur les freins. Donc, de notre point de vue, et pour travailler au quotidien avec un panel de clients variés, en fait, le blended learning, bien qu'il soit mature sur le plan théorique, on trouve en fait que chez nos clients, il en est bien souvent qu'il y a ces balbutiements dans la majorité des entreprises que nous rencontrons. On a isolé en fait 3 de vos problématiques qui reviennent très fréquemment. Le premier, c'est le manque de technologie centralisée qui va permettre de gérer au sein d'un même outil tous les aspects du blended learning de façon simple et qui insiste sur l'expérience utilisateur.
Alors ça, on le voit quasiment dans toutes les entreprises. Alors peut-être pas pour la trentaine de pourcents qui est très satisfaite de sa plateforme, mais souvent en fait, on a des outils présentiels d'un côté, des outils distanciels de l'autre côté. Ça communique pas. Il faut rentrer 2 fois un certain nombre d'informations et du coup, c'est très compliqué pour industrialiser ou diminuer les coûts, comme tu le disais, Michel. La deuxième, c'est un manque d'informations sur les possibilités qu'offre le blended learning lors de la conception même des programmes et parfois même un manque de compétences, notamment au niveau pédagogique en interne. Pourquoi? Là aussi, c'est juste notre expérience. On a des très très bons formateurs qui connaissent extrêmement bien les sujets, mais très peu en fait ont à leur disposition des ingénieurs pédagogiques. Or en fait, dans la conception d'un programme, et ça a été évoqué tout à l'heure dans la présentation de Michel Diaz, la partie ingénierie pédagogique est extrêmement importante et souvent on a des bons ingénieurs, des bons scientifiques, mais qui n'ont pas forcément le niveau d'un Master 2 en ingénierie pédagogique. Et puis, le troisième point, c'est qu'on a une vision parfois très court-termiste des programmes de formation, car il y a une exigence de rythme qui est de plus en plus élevée dans les entreprises, avec des délais très courts pour produire les programmes. Donc, on demande à plus en plus au sein des entreprises d'industrialiser ces programmes et on vous demande donc beaucoup en peu de temps, ce qui va parfois donc à contre-courant du blended learning qui peut demander un peu plus de temps au niveau de la conception du programme de formation si on veut être réellement efficace. Donc, il y a un réel besoin d'information et d'accompagnement pour tendre à généraliser ces pratiques qui, comme nous l'avons vu auparavant, et d'après plusieurs études universitaires, sont efficaces et même plus efficaces que des modalités digitales ou présentielles utilisées seules. Donc nous allons tenter d'apporter des solutions à ces 3 problématiques évoquées dans cette slide et vous démontrer en quoi la double compétence plateforme qui est plus sur le plan technique et contenu qui est plus sur le plan pédagogique et design apporte un plus à toute cette chaîne de valeur. Alors, bien sûr, donc, pour faire tout ça, au départ, il faut un Learning Management System, donc un LMS, qui permet de centraliser les modalités de formation et notamment la partie présentielle et les contenus digitaux. Il vous faut aussi pouvoir créer des parcours de formation cohérents en utilisant chacune des modalités. C'est ce que l'on appelle une plateforme Blended Learning Ready, comme Opility LMS, notre plateforme qui gère à la fois des modalités physiques, mais aussi des contenus e-learning, quels qu'ils soient. Une stratégie, pour réussir la mise en place du Blended Learning, il ne faut pas s'arrêter au LMS. Il faut mettre en place une stratégie content-oriented, comme le disait Michel. Donc, une stratégie orientée contenu, c'est mettre à profit des compétences contenues sur l'outil LMS, mais c'est aussi mettre à profit les compétences techniques plateforme sur des contenus innovants, comme insérer une session présentielle avant ou après une session de e-learning et pouvoir le faire quasiment à la volée en fonction des demandes en fait des apprenants. Enfin, c'est mettre l'accent sur l'accompagnement pédagogique du client dès l'amont des projets de formation, en utilisant l'ensemble des outils digitaux à notre disposition, en présentiel comme en distanciel. On y reviendra avec des exemples concrets tout à l'heure. Après, je vais vous montrer quelques exemples qui montrent en quoi les compétences contenues sont utiles pour mettre au point un LMS orienté contenu comme Opility. On va le voir donc juste après. Donc, sur cette slide, en fait, concrètement, l'intervention d'ingénieurs pédagogiques et de web designers dans la partie front de la plateforme a eu pour but d'améliorer l'expérience utilisateur pour qu'elle soit fluide, simple et optimale. Le travail des ingénieurs pédagogiques et des designers, outre le simple aspect graphique, a été de concevoir un outil qui est facile à prendre en main, reprenant des éléments de navigation que chacun pourra s'approprier et qui reste adaptable à chaque entreprise. Concrètement, donc, chez Calimedia, nous avons conçu le LMS Blended Learning comme nous concevons un contenu de formation. Donc, le formateur va retrouver la logique qu'il utilise en fait au jour le jour.
et on s'est posé les mêmes questions en termes d'expérience utilisateur. Donc cela va donc bien plus loin qu'une simple plateforme capable de supporter des contenus e-learning et présentiels. Il faut que pour le formateur, ça soit simple, intuitif et fluide, parce que c'est tout simplement l'une des clés du succès de la stratégie de formation globale. Alors, cette simplicité, on va la retrouver sur la slide suivante. Donc, comme je l'ai dit sur la slide d'avant, l'expérience utilisateur a été pour nous un vrai axe de développement, un axe de développement très très important. Et par exemple, sur cette slide, l'utilisateur ou l'apprenant va arriver en un clic sur sa formation, qu'elle soit présentielle ou distancielle. Sur la slide suivante, si on est sur les parties présentielles, l'utilisateur, il a immédiatement les informations dont il a besoin, c'est-à-dire l'intitulé de la formation, le nom du formateur et la possibilité de communiquer immédiatement avec lui. Il a le lieu de la formation avec un plan sur Google Maps qui va lui indiquer comment s'y rendre. Donc, c'est précis, simple et efficace. Sur la slide d'après, je vais vous montrer 2 slides sur la partie administrateur. En fait, l'intervention des équipes contenu est également une aide précieuse, puisque concevoir en fait un back-office qui est simple à utiliser, qui nécessite un minimum de formation et qui est agréable à utiliser pour l'administrateur, c'est essentiel. Si les administrateurs peinent à utiliser l'outil, il y a de fortes chances que toutes les stratégies mises en place soient des échecs. En partant des codes, donc ce qu'on a fait chez Calimedia, c'est qu'on est vraiment parti des codes qui sont répandus dans le web, avec notamment l'univers ce qu'on appelle des Content Management Systems, donc c'est ce que vous voyez sans arrêt, et du e-learning. Nos équipes ont pu créer un outil rapidement manipulable sur les divers administrateurs. Par les divers administrateurs. Par exemple, il nous faut 2 heures maximum et réellement pour former un administrateur à l'utilisation donc de la plateforme. Sur la slide suivante, on va brièvement parler de statistiques puisque c'est important pour analyser les performances des formations Blended Learning. Donc, il va falloir donc que la plateforme fournisse un certain nombre de statistiques. Donc, on a conçu avec Opility une plateforme donc qui fournit au formateur, à l'administrateur, un grand nombre de statistiques pour vérifier si la stratégie de formation mise en place est réellement efficace. Donc, on va avoir des statistiques d'utilisation des ressources disponibles, parce que c'est pas la peine d'avoir plein de ressources si on les utilise peu. Donc, on va pouvoir trier celles qui fonctionnent bien. La machine, la plateforme de e-learning va donner ces statistiques. On va pouvoir avoir des statistiques sur les parcours de formation ou bien évidemment sur les parcours de l'apprenant. Sur la slide suivante, on va voir que grâce aux aides constituelles, et là on est plus sur l'agencement finalement, ce qui était très important dans le discours de Michel tout à l'heure, puisque on va pouvoir construire des parcours de formation et on a vu tout à l'heure que construire un agencement, Michel Diaz nous l'a dit que c'était une des définitions finalement du e-learning. Donc grâce aux aides en fait que vous avez sous les yeux, donc on a des aides contextuelles à gauche, à droite et qui se développent verticalement ou horizontalement. La création d'un parcours de formation à partir des contenus disponibles se fait réellement très très facilement. Et on peut y ajouter donc des modules SCORM 1.2, SCORM 2004, SYNCAN, des vidéos, des MOOC, des documents, ça peut être des PDF, des Word, des Excel, du PowerPoint, des modules HTML5 ou des liens externes. Donc on peut réellement ajouter à un parcours de formation tous ces éléments-là. Et c'est très précieux parce que dans le cadre du Blended Learning, on peut très facilement ajouter une session présentielle, une vidéo qui manquait, un quiz à la volée, ou c'est la même chose dans une session distancielle. Ça, on peut vraiment l'ajouter en quelques secondes. Je vais passer la parole à Christophe Fabre qui va être
plus concret que moi et vous présenter des exemples très pratico-pratiques et répondre à la question, donc, comment nos compétences techniques profitent aux contenus digitaux que nous proposons. Alors, merci Gérard. Je vais donc poursuivre en vous présentant quelques cas pratiques. Voilà par exemple le parfait exemple de ce que des compétences plateformes peuvent apporter au contenu. Ce jeu est un alliage de cette double compétence technique et contenu. En fait, le Quiz Challenge est un e-learning game de duel de quiz. Dans un univers immersif, il permet à des collaborateurs de vérifier leurs connaissances tout en jouant, en défi ensemble. Ça permet aussi aux formateurs d'évaluer leurs apprenants sans passer par une évaluation stressante et possiblement mal vécue. C'est une nouvelle modalité qui peut s'intégrer dans un parcours de blended learning et qui dépend à la fois des compétences techniques et pédagogiques. Sur la slide suivante, nous allons voir comment ce jeu se déroule. Il s'agit en fait de rondes de 5 questions et les joueurs vont finalement se défier entre eux et répondre chacun de leur côté. Alors, c'est un jeu qui n'est pas en live, hein. Chaque joueur peut répondre quand il le souhaite et quand il le peut. On a déployé ce type de jeu au niveau international, donc ça permet aussi à des groupes ou des réseaux internationaux de jouer ensemble malgré la distance et les décalages horaires. On a également un classement des joueurs qui est disponible et qui permet de challenger encore plus et de créer éventuellement un incentive. Donc, on est sur une nouvelle modalité qui va vraiment allier la compétence technique et la compétence pédagogique. Sur la slide suivante, on peut voir également que le Quiz Challenge est complètement chartable, donc mis à la charte graphique de nos clients et complètement personnalisable. Un autre outil, sur la slide suivante, un autre exemple où là encore la technique se met au service du contenu. C'est un jeu de quiz et d'activités pédagogiques sur mobile avec un classement de joueurs à la fin. Le but du jeu est de faire jouer des managers sur la thématique de la culture digitale et d'établir un classement final pour les motiver. Là, par exemple, ils doivent associer des logos à des noms de réseaux sociaux. Alors, bien entendu, la création d'un tel outil nécessite à la fois des compétences pédagogiques et contenu, mais aussi techniques, notamment pour l'aspect classement et comptage des points. Donc, il faut vraiment imaginer ce jeu dans une session présentielle où on va animer et rythmer cette formation avec ce type de modalité de formation. Sur la slide suivante, on voit par exemple un écran qui apporte un complément formatif. Bravo, vous avez bien répondu. Et puis, on a le complément de contenu qui apparaît. Et enfin, sur l'autre slide, la prochaine slide, vous avez le classement général. Donc, en temps réel, toutes les personnes vont avoir leur classement. Alors, je précise juste que sur l'aspect techno, ça marche sur tous les smartphones hein, et tous les systèmes d'exploitation. Et c'est très simple à déployer. Un autre outil sur la slide suivante, ce qu'on appelle de l'adaptative learning. En fait, il s'agit de contenu e-learning conditionné. Alors, je m'explique. En fonction du niveau de l'apprenant, le contenu e-learning s'adapte et ne présente que les parties qui restent à améliorer. Ça nécessite bien sûr d'avoir des algorithmes pour calculer le niveau de l'apprenant sur chacune des thématiques. Sur cet écran, on voit en fait le résultat d'un quiz de positionnement. Vous avez une petite barre de priorité en haut des couleurs qui vont du rouge au vert. Et en fonction des réponses de l'apprenant, on va orienter cet apprenant sur sa priorité de formation. On est sur un projet sur les énergies renouvelables pour la Caisse des dépôts et consignations. Et donc, on a différentes filières comme biomasse, méthanisation, filière solaire et éolien. Et on voit très bien qu'en rouge, on a la filière solaire et éolien parce que tout simplement, l'apprenant a répondu à 2 bonnes questions sur 5. Et donc, ça va être sa priorité de formation. Slide suivante, on va revenir sur les problématiques que Michel et que Gérard ont évoquées, et notamment la troisième, qui est la notion de temps et d'industrialisation. On le sait, vous avez des délais de plus en plus courts, une pression continue de productivité sur la création de vos contenus. Et pour répondre à cette pression, en plus d'un accompagnement, nous avons mis en place une méthodologie. Alors, vous le savez, faire du e-learning, ça reste complexe parce qu'on a beaucoup d'auteurs
et beaucoup d'acteurs autour de la table. On va avoir des ingénieurs pédagogiques, on va avoir des rédacteurs, on va avoir le client, le responsable de formation, des formateurs. Donc, il faut avoir une méthodologie de travail. Donc, on a adapté depuis plus de 15 ans maintenant notre méthodo qui nous permettent de produire plus vite. Alors, on va produire plus vite grâce à cette méthode, mais grâce aussi à certains outils ou de templates. C'est-à-dire qu'on peut imaginer dans certains cas avoir des coquilles vides qu'on va venir personnaliser sur le plan graphique et sur le plan ergonomique et également sur le plan du contenu. Mais ça peut répondre parfois à une réponse de délai très très court. Cette équipe qui est dédiée et qui est rompue à ce type de travail, ce sont des profils que vous n'avez parfois pas dans vos propres équipes. On a parlé des ingénieurs pédagogiques, il y a aussi des graphistes, des illustrateurs, c'est pas le même métier. Le graphiste va s'occuper de l'ergonomie, de la charte graphique. L'illustrateur va plutôt créer des personnages, des décors ou des ambiances. Des rédacteurs. Donc voilà, toute cette équipe tourne autour de cette, je dirais, cette équipe multidisciplinaire. Alors, pour vous accompagner aussi, pour répondre à cette notion de pression de productivité, nous allons lancer dès janvier 2018 Epility University. Donc ça va être une marketplace de contenu e-learning sur catalogue autour de grandes thématiques dans des secteurs variés qui seront donc accessibles immédiatement et qui pourront parfaitement s'inscrire dans les parcours de Blended Learning. Parmi les premières formations qui seront en ligne, on peut en citer quelques-unes: la protection des données, la réforme RGPD, l'acculturation digitale, les formations réglementaires dans le domaine de la santé ou dans d'autres domaines, la loi Sapin 2 anticorruption, la cybersécurité. Ce sont des thématiques qui reviennent très régulièrement, pas seulement parce qu'elles sont obligatoires parfois, mais parce qu'on a des vraies thématiques de formation. Donc là, on a finalement des méthodes de travail, des contenus existants et sur étagère, et des équipes dédiées et multidisciplinaires. Pour conclure cette présentation, sur la slide suivante, les points qui me semblent importants à retenir pour lever les freins que nous avons évoqués tout au long de cette présentation sont bien sûr de disposer d'une plateforme LMS capable de supporter le blended learning et avec une vision orientée contenu. Et c'est également accompagner le client dans la conception des programmes blended learning grâce à une double compétence technique et pédagogique. Proposer des contenus digital learning qui s'appuient sur les compétences techniques et un LMS qui s'appuie sur des compétences pédagogiques. Ça, Gérard l'a bien expliqué tout à l'heure. Et enfin, industrialiser tant que possible le travail de création de contenu et proposer de plus en plus certaines modalités prêtes à l'emploi et instantanément déployables. Donc voilà pour ma partie, cette partie de présentation. Je vais redonner la main ou la parole à Michel pour la session de questions-réponses. Merci beaucoup Gérard, merci beaucoup Christophe pour cette belle présentation et au fond ce que vous pointez, ce qui n'est pas fréquent comme avantage d'une intégration plus poussée, comment dirais-je, du portail, des contenus, du blended learning, etc. Et justement, il y a une question un petit peu de cet ordre-là pour vous. Est-ce qu'il est nécessaire d'harmoniser le design du portail de formation et celui des contenus? Et comment est-ce qu'on peut procéder pour faire cette harmonisation? Alors, est-ce qu'il est nécessaire ça va dépendre, c'est très client dépendant. Il n'y a pas une réponse très simple. Mais néanmoins, on a des exemples, par exemple pour des clients où on a un programme de formation en blended learning ou pas, qui s'inscrit sur plusieurs mois avec énormément de collaborateurs, qui est une formation stratégique. Elles le sont, vous allez me dire presque toutes, mais une formation stratégique. Là, on peut vraiment avoir une plateforme designée, personnalisée, au même titre que le contenu, et on est même dans de l'immersion totale. C'est-à-dire qu'on soit dans le contenu, qu'on soit dans la plateforme, le parcours est global. Et la plateforme, finalement, va accompagner ce parcours à travers l'aspect graphique, bien sûr, mais également des éléments de score, de gamification, ainsi de suite. Mais ça, on le fait, on peut le faire, et effectivement, dans une immersion totale. Mais
il faut bien comprendre aussi qu'on a la plupart de nos clients qui ont des identités graphiques par produit ou par thématique. Donc, ça reviendrait à charter dans certains de nos clients quasiment chaque partie de la plateforme en fonction des contenus. Donc, pour résumer, on peut l'imaginer, c'est beaucoup plus simple et beaucoup plus optimisé quand on est sur un parcours au long cours avec une quantité de contenu assez importante, plutôt que sur des contenus, par exemple des gammes de produits ou des thématiques RH où on a des identités graphiques complètement différentes. Et là, c'est un peu plus compliqué. Mais c'est vrai que dès qu'on se rapproche d'une charte, on a quand même cette notion d'immersion qui est un peu plus importante. On n'a guère plus de temps que pour 2 questions qu'on peut prendre. Une question qui va vous amuser sans doute. Cette offre Upility peut-elle venir habiller un LMS déjà existant ou bien est-ce une plateforme à part entière? Alors, elle n'est pas simple comme question. Parce que... Non, c'est pas simple. Autrement dit, est-ce que Upility peut jouer le rôle finalement de frontal, de front office pour un moteur LMS qui existera déjà et qui sera installé en entreprise? Pas vraiment, parce que la plateforme Upility, je ne vais pas faire plaisir à la personne qui a posé cette question, mais Upility, c'est vraiment une plateforme de LMS complète. Et en fait, on l'a conçu avec un cœur qui fonctionne très bien, qui est capable de s'intégrer à tout ce qui est système d'information de ressources humaines, aux divers par les protocoles LDAP, LCSO, etc. Pour qu'on ait des connexions vraiment bidirectionnelles. Donc demain matin, elle intégrera en plus quelque chose qui est important pour beaucoup de nos clients qui peuvent être par exemple des organismes de formation ou des PME, qui va être un module de e-commerce. Donc j'ai du mal à voir. En fait, il faudrait que cette personne revienne vers nous en nous posant la question pour savoir dans quel contexte en fait on pourrait faire communiquer Upility avec une autre plateforme. Techniquement c'est possible, hein, puisqu'encore une fois, si la question c'est est-ce qu'on communique avec d'autres systèmes qui sont dans les systèmes d'information de ressources humaines, oui. Si c'est une autre plateforme de formation, j'ai du mal à comprendre le contexte en fait. Alors, moi j'y vois surtout un salut de la part de cette personne, puisque vous avez convaincu sur l'ergonomie, hein, et toutes les plateformes LMS ne génèrent pas des portails de même ergonomie. Donc, en même temps, si cette personne a déjà une plateforme et qu'elle ne peut pas changer de plateforme, il est assez naturel de se dire, et si on pouvait demain finalement utiliser la plateforme qu'on a parce qu'on ne peut pas faire autrement, mais avoir l'ergonomie de la plateforme Upility. Donc voilà, alors, moi j'y vois plutôt... Je vais juste apporter une précision parce que ce que tu dis, Michel, est extrêmement important. En fait, ce que tu viens de dire, ça par contre, ça nous arrive à peu près tous les jours. C'est-à-dire qu'on a des grandes sociétés américaines qui sont obligées d'utiliser des plateformes dites globales, mais par contre qui conviennent pas à la France notamment dans l'industrie pharmaceutique par exemple, parce qu'il y a des contraintes extrêmement fortes au niveau du réglementaire. Et là, bien évidemment, avec la gamme d'API d'Upility, donc les API étant des connecteurs finalement qui vont permettre de faire communiquer des bases de données de sources différentes, on va pouvoir intégrer la plateforme Upility dans cette autre plateforme dite globale pour partager, que les gens n'aient pas à ressaisir les apprenants, les groupes et un certain nombre de données qui sont déjà dans d'autres systèmes d'information. Merci à tous les deux. On va devoir arrêter là parce qu'on a un petit peu dépassé le temps imparti, mais c'est pas grave puisque les réponses aux questions arriveront de toute façon, d'une autre façon par Calimedia si on n'a pas pu les traiter maintenant. Je rappelle que vous recevrez le livre blanc dans les prochains jours. Je vous remercie vivement tous les deux, Gérard et Christophe, pour votre brillante présentation. Et je remercie évidemment toute l'audience de nouveaux fidèles. Et je vous dis à très bientôt pour discuter, poursuivre les échanges sur le blended learning.
Merci Michel. Merci, au revoir à tous. Au revoir à tous. Au revoir.